Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, et bienvenue à vous si vous êtes amateur d'Halloween, car vous êtes au bon endroit, car on vous a préparé une petite sélection pleine de sang, de monstres et de bonbons. Effectivement, player, je vais vous présenter un peu le concept. Donc, on a fait deux top 10, donc on s'est pas concerté. Et on a décidé de faire deux top 10, mais il n'y aura pas de classement, ça sera juste des catégories. On a appelé ça les Halloween Awards. Donc, il y aura différentes catégories, plutôt particulières, bien sûr. Et ensuite, on vous présentera donc 10 films qui sont globalement pas trop connus. On a essayé de faire proposer des films pas trop connus. Mais moi, je suis pas au Tout à courant de fait, ces films, il est pas au courant des miens. tout Est-ce à que tu fait. peux le jurer sur lever la main droite et dire je le jure, player? Je lève la main droite et je mets l'autre sur le cœur, je dirais monsieur l'arbitre, je ne Voilà, connais rien, voilà. je ne sais rien du tout. On pourrait lui donner le bon Dieu, mais là, il va plutôt être question de diablotin et d'autres petits monstres lugubres. Du coup, ce qui va se passer, c'est que on va chacun établir notre top 10. Je vous proposerai un film, Tourteau vous en proposera un, et ainsi de suite. On alternera comme ça sera plus sympa peut-être. Juste pour info, moi j'ai classé mes films par le nombre de notes qu'ils ont sur le site Sens Critique. Euh, voilà, pour essayer de faire du plus populaire au moins populaire, entre guillemets, si j'ose dire. Et en Euh, plus, il y aura deux petits films bonus. On n'est Tout pas à sympa fait. quand même. Deux petits films bonus qui seront quand même catégorisés mais qui ne combattent pas dans la même cour. Et ensuite, bah, après, vous faites votre marché, les gars. Vous prenez ce qui vous intéresse. Allez, Exactement. player. Voilà. Donc je commence avec le meilleur film d'Halloween qui te rappelle à quel point le collège c'était de la merde. Et il s'agit de ce cher Morse de Thomas Alfredson, sorti en 2008, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon en Suède qui ne vit pas sa meilleure vie au collège parce qu'il se fait plus ou moins maltraité par ses petits camarades et que plus ou moins à la maison c'est globalement la merde. Et enfin, on n'est pas sans savoir que la Suède c'est plus ou moins un pays qui peut porter sévèrement sur les nerfs de ses habitants. Et donc, ce jeune garçon qui vit sa pire vie va un jour faire la rencontre de Ellie, sa nouvelle voisine qui est bien mystérieuse, aérée en pyjama alors qu'il neige dehors. Excellent film. À ne pas confondre avec son remake américain Let Me In, qui est dégueulasse, on peut le dire, player. On peut oser le terme. On peut dire Vive la Suède aussi. Vive la Suède. Vive la Suède, c'est beau la Suède, cela dit, a priori. C'est beau, mais il caille. Hein. C'est beau, mais Puis ça avec caille. le prix du fuel, ça va être compliqué en ce moment, player. Hein. Ouais, On va ouais, rester non. pas dans le coin. On va plutôt rester à regarder le pays à travers le film. Ça ira tout aussi bien. Très bonne sélection, mon petit player, très bonne sélection. Merci. Et Et je je vais t'en prie, enchaîner. vas-y. Hein, Je vais enchaîner direct. Je rebondis sur toi, à pieds joints, Ah, très bien, on est avec comme ça ici. ma première catégorie. Donc c'est une catégorie spéciale film pour les meufs. Et oui, hein, les femmes d'abord, et puis je me suis dit un petit film d'Halloween pour les meufs, c'est sympa, on va commencer par ça. Et donc ça sera The Stylist, réalisé en 2021 par Jill Six Gevargizian, qui est un film qui a été proposé à sélection Gérard May, mais qui n'a pas été primé. Hein. C'était La Nuée à ce moment-là et Possessor qui lui ont volé la vedette. Mais donc oui, donc film pour les meufs, pourquoi? Bah, il y a le synopsis. C'est une coiffeuse en fait qui est une tueuse en série. Ça c'est dit dès le départ, donc je ne vous spoil rien. La magnifique Nadjara Townsend qui joue très très bien dans le film et qui en fait a une espèce de jalousie un peu maladive envers tout ce qu'elle peut côtoyer. Et donc elle tue en série ses clientes et les gens qui l'entourent. Et elle se rapproche au début du film d'une amie à elle qui va bientôt se marier. Donc, va-t-elle saboter sa coupe ou saboter son mariage? Peut-être pire. Vous le saurez en regardant The Stylist. Eh ben, ça fait envie d'emmerdier là. Ça te plaît, player? Ça me plaît bien. Ouais. Je ne connais pas du tout ce film. Je crois même que j'en avais jamais entendu parler. Du coup, ça m'intéresse, ça m'intrigue. Eh ben, tu me diras ton avis et je te laisse enchaîner par ta Très, deuxième sélection. très très bien. Bah,
j'enchaîne donc avec le meilleur film d'Halloween pour jouer les esthètes snobinards, qui n'est autre, selon moi, que ce cher Suspiria de Dario Argento, sorti en 1977, qui est un film qui ne brille pas du tout par son histoire, qui est en fait celle d'une danseuse américaine qui va arriver en Allemagne dans une école de danse extrêmement prisée, et globalement ça va partir en couille. Je vais pas en dire plus parce que fondamentalement c'est vraiment pas ça qui est intéressant. C'est un film qui est vraiment porté par une vision artistique avec des visuels et une musique qui sont extrêmement marqués et extrêmement forts, qui propose donc une expérience sensorielle extrêmement marquante. Et c'est vrai que ça a longtemps été le film préféré des projectionnistes pour son utilisation des couleurs et de la composition du cadre. Ça permettait notamment de repérer les projecteurs qui étaient un peu usés. Et c'est un film qui est fondamentalement une claque esthétique avant d'être une claque narrative. Et c'est vrai que c'est quand même assez grandiose. Voilà. Bravo. Il a réussi à le placer. Je n'en doutais pas autant de sa part. Félicitations, player. Le doute Et n'était tu l'as pas bien perdu. vendu. Merci. Je t'en prie, à toi. Alors moi j'enchaîne, première pour enchaîner sur la deuxième sélection, j'ai fait bien sûr film spécial pour les mecs. Et oui les gars, je vous propose Massacre à la tronçonneuse, le remake. Bon, c'est vrai qu'il est un peu pourri, hein, mais il y a la magnifique Jessica Biel quand même, avec son petit chapeau de cow-boy, franchement. Et en plus, débardeur, franchement, me semble-t-il aussi. ah, il y a tout. Il y a le débardeur, le jean taille basse, le petit bidon apparent, c'est bon, c'est magnifique. Non, s'il vous plaît, ne gâchez pas votre carrière pour une histoire de fesses. Et en plus, franchement, elle joue pas trop mal et elle se la donne dans le film. Hein, franchement, toutes ces scènes sont plutôt bien jouées. C'est pas le cas de tout le monde dans ce film, mais elle porte vraiment le film sur ses épaules, hein, pour moi. Et au final, ça reste un remake plutôt moyen, mais qui reste quand même regardable. Hein. Merci Jessica, merci. Merci. Et c'est vrai que le film est plutôt sympa, effectivement. Je l'avais vu à l'époque. Je l'avais trouvé vraiment plutôt cool. Très différente de l'original, mais néanmoins assez plaisant. Pour le lycéen boutonneux que j'étais. Oui, il y a des bonnes giclées de sang, et il a été réalisé bien sûr en 2008, je crois, par Marcus Nispel. Et produit par Michael Bay, je crois, il me semble. Ouais, produit par Michael Bay. Coucou Michael. T'es sûr par contre pour la date de sortie? Moi il me semblait que c'était 2003. 2003, pardon, effectivement, c'est un 3 qui s'est transformé en 8 avec mon écriture de babouin. Très bien. Allez, à toi, player. Eh bien, j'enchaîne donc avec mon troisième film, qui n'est autre que le meilleur film d'Halloween pour les étudiants en sociaux qui veulent montrer leur grosse culture ciné, à savoir La Nuit des Morts Vivants de George Romero, sorti en 1968. L'histoire est celle d'une jeune femme qui va se rendre sur la tombe d'un parent avec son frère, et Dieu sait comment, Dieu sait pourquoi, son frère se fait attaquer par un homme qui le mord et qui semble le transformer en créature assoiffée de sang. Et donc on va suivre en gros cette jeune femme qui va s'être réfugiée dans une maison abandonnée et qui va rencontrer toute une panoplie de personnages qui eux aussi cherchent refuge et protection contre cette menace qui semble surgir des enfers. C'est donc le film matriciel en gros du genre du film de zombies. C'est lui qui a posé tous les codes, toutes les bases, et qui a apporté également à la créature tout son sous-texte philosophique et social. Et c'est en ça que ce film est intéressant, c'est que par ces créatures infernales, il questionne la violence inhérente à l'espèce humaine. Et c'est pour ça que, en somme, c'est un film qui me semble correspondre plutôt bien aux critères que j'ai établis. C'est validé. C'est tout à fait validé. Et c'est vrai que c'est un très bon film, c'est vrai que c'est un film pivot. Et bon, c'est pas mon préféré de Romero, mais il a sa place, largement. Vas-y, je te laisse ensuite enchaîner, donc. Là, on passe sur la troisième catégorie. Les films d'Halloween qui prennent la tête. Scanners.
de Cronenberg. Et oui les gars, 1981, un film qui n'a pas vieilli, et un bon film d'horreur avec un scénario, ça court pas les rues. Alors des têtes, forcément, ça explose. Je recommande quand même aux gens qui sont assez sensibles, surtout en ce moment, qui peuvent être assez sensibles au bruit. Il y a des bruits très dérangeants dans le film. Ça peut vraiment vous prendre la tête au sens figuré, ce film. Moi, il y a des passages, j'ai envie de mettre pause un peu. Mais véritable chef-d'œuvre. Que ce Cronenberg, c'est peut-être le seul classique que j'ai mis dans la liste. Mais je l'adore, avec un Michael Ironside énormissime dans le film. Et des très bons effets spéciaux. Ça fait plaisir. Du bon Cronenberg en somme. Je Tu l'as l'ai pas vu, toi, vu, Scanners? je l'ai pas vu Scanners, non. Ah, bah écoute. Il y a beaucoup de Cronenberg que je n'ai pas vu, j'ai dû en voir 3-4 en tout et pour tout. Bon, c'est un réalisateur qui me reste encore largement à découvrir, en somme. Ah bah, je te le recommande vivement. Alors, et toi, qu'est-ce que tu me proposes alors pour ta 4e sélection? Pour ma 4e catégorie, je te propose le meilleur film d'Halloween dans lequel la croisière s'amuse. Et il s'agit Ah, de Triangle de Christopher Smith, sorti en 2009. donc j'avais vu juste alors quand j'avais deviné la catégorie. C'est bien celui-ci, et Triangle des Bermudes. Et Non. il est un peu, on devine qu'il s'agit du Triangle des Bermudes. D'accord. En gros, l'histoire, elle est toute simple. On suit une femme qui va donc rejoindre ses amis au port pour partir faire une petite balade en bateau. Et malheureusement, une tempête les attend une fois sur l'eau. Ils se retrouvent totalement livrés à eux-mêmes jusqu'à ce qu'un paquebot mystérieux surgisse des flots et les laisse grimper à bord. Ah ouais. Il me semble que je l'ai vu ce film. C'est possible, je vais rester assez évasif là-dessus parce que c'est un film qui est extrêmement surprenant, qui joue beaucoup avec le spectateur et avec les codes des différents films d'horreur, notamment surtout du survival. Il change Et, de genre un peu en cours du film. oui, et il est assez difficile vraiment à résumer de façon attrayante sans trop en dévoiler. J'espère modestement avoir plutôt réussi À garder le mystère. et surtout à éveiller un peu l'intérêt. Oui, je pense que oui, parce que tu vois, tu m'as donné envie de le voir, donc ou de le revoir, s'il est déjà vu. Bon, La mémoire me fait défaut. Et maintenant à toi, quel est ton 4e? Alors mon 4e film, ça sera une catégorie les films d'Halloween avec la pire façon de tuer. Ça Et je promet. vous présente, ouais, exactement, player. Tu fais bien d'avoir peur parce que je vous présente Come to Daddy de Ant Timpson de 2020, qui est un petit peu la petite révélation que j'ai eue parce que bon, pour sélectionner des films dans ce top, il y en a pas mal que j'avais pas vu, dont celui-ci. Et ouais, je crois que c'est la plus belle surprise que j'ai eue. Donc c'est avec Elijah Wood. Alors pourquoi la pire façon de tuer Il y a un moment, il y a le bad guys du film qui n'est autre, pour les fans hardcore d'Edgar Wright, un acteur de la série Spacehead. C'était Tyrese, il s'appelait. Et là, il est en mode bad guy. Et donc, lui, il tue. Alors, comment il tue les gens, le mec? Il trempe un stylo dans ses excréments et après, il poignarde les gens au ventre pour qu'ils meurent de l'infection due au mélange des sels et du sang. C'est ma foi, oui, pourquoi pas. Et c'est un petit film, alors, une petite série B, mais avec notamment un début qui est très envoûtant, qui est très bien joué par deux acteurs, parce que le synopsis, en fait, c'est un jeune garçon d'une vingtaine d'années, ou 25 ans peut-être, qui n'a pas vu son père depuis qu'il est petit, et il reçoit une lettre de son père, et le moment de venir, ça se passe en plus au bord de mer, dans une espèce de petit hameau en hauteur, c'est magnifique le coin en plus. Et donc il vient voir son père qu'il a jamais connu, et donc ils font connaissance rapidement. Et il va se passer des choses, et il y a un bon petit twist en plus, donc ça fait plutôt plaisir. Donc très bonne petite découverte que ce Come to Daddy player. Ça te branche ou pas? Ouais, moi je suis chaud.
Là, comme ça, ce que tu m'as dit, là, avec ton histoire de stylo et d'excréments, là, je suis chaud bouillant. Ça te plaît. Ça Est-ce que me- t'es ça chaud me parle. pour est-ce que t'es chaud pour proposer ton 5e film? Pour mon 5e film, j'ai choisi le meilleur film d'Halloween qui te rappelle tes meilleures parties de Dr Maboul. Ah, Et ce film n'est autre que Les yeux sans visage, sorti en 1960 et réalisé par Georges Franju. C'est un film français avec Pierre et Claude Brasseur. Cocorico. Exactement. Et l'histoire, en somme, est celle d'un savant estimé, le professeur Vénessier. C'est un chirurgien spécialisé dans la greffe de peau qui cherche à reconstruire le visage de sa fille qui a subi un grave accident il y a peu. Et pour ce faire, eh bien, il décide de prélever des visages de jeunes filles qui lui ressemblent pour les lui greffer. Magnifique. Ça me rappelle un peu Massacre à la tronçonneuse, Ed Gein. Un peu. Il y a peut-être une inspiration commune. C'est un film qui est resté dans les mémoires par sa violence graphique qui était extrêmement marquée pour l'époque, notamment dans une séquence donc de chirurgie et d'opération qui était vraiment très intense et très gore même, j'ose le dire. Ouais. Mais c'est aussi un film très intéressant parce qu'il joue en fait un peu avec les figures stylistiques des films de monstres en fait et de maisons hantées presque. Et c'est ça qui est aussi vraiment très très intéressant dans ce film, c'est qu'il vraiment joue avec tous les codes du film d'horreur fantastique, gothique, dans un contexte vraiment réaliste, qui est celui de la France des années 60, globalement. Et c'est pour ça que Les yeux sans visage est un film que vous devriez vraiment regarder. Après, c'est partie des films qui sont à la base du cinéma d'horreur, donc c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se faisait vraiment au début, quoi. Et qui a vraiment été d'une influence assez exceptionnelle chez tout un tas de réalisateurs. Maintenant, peux-tu me dire quel est ton 5e film? Oui, tout à fait. La 5e catégorie, les films de tueurs où l'enquêteur s'en bat les couilles. Ça vend du rêve là. Là, je te présente le Métro de la mort, 1972, de Gary Sherman. Métro londonien dans les années 60-70. Apparemment, il y a un tueur invisible qui sévit, il y a plein de personnes qui disparaissent. On se retrouve un peu dans une ambiance, un peu dans le métro à la Loup-garou de Londres. Et en fait, il y a un enquêteur, donc c'est notre ami Donald Pleasance, qui est en mode enquêteur, mais en enquêteur en mode je m'en bats les steaks, quoi. Ça veut dire que puis il joue aux fléchettes dans son bureau. Et en plus, il joue mal aux fléchettes, en plus. C'est magnifique. Il passe son temps à picoler dans des bars, à avoir un discours très politico bas de gamme de comptoir tout le long du film. Il est assez hallucinant. Alors qu'il y a une bête sauvage qui est en train de terroriser les sous-sols londoniens, lui on dirait que ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Alors après le film il est pas mal parce que la présence de cette personne et peut-être même d'autres personnes dans les sous-sols londoniens trouve un peu une explication, un peu une chimère ou une légende urbaine on pourrait dire. Et les scènes d'attaque au niveau de la violence du bad guys, ça fait encore un peu son effet. Et en plus vous avez un joli petit caméo de Christopher Lee qui est plutôt sympathique. Donc voilà, player, tu aimes le métro? Est-ce que tu veux prendre le métro? Ah non, je déteste le métro, je trouve ça insupportable. Regarde Subway. Ok, très bien. Tu aimeras peut-être le métro. Je vais regarder Subway et après je regarderai ton film. Le métro de la mort. Parfait. Exactement. Allez, enchaîne mon petit player. J'enchaîne avec donc le meilleur film d'Halloween pour les futurs ou non intermittents du spectacle. Avec Balada Triste, réalisé par Alex de la Iglesia, sorti en 2010. Madrid.
En pleine guerre civile espagnole, un clown est recruté de force par les troupes républicaines. Cruel, il massacre des combattants nationalistes à coups de machette avant d'être arrêté puis détenu. Il ne laissera qu'une consigne à son fils, un gage ultime de bonheur, la vengeance. Et donc, on va suivre le fiston de ce clown bien des années plus tard, qui va lui aussi de s'engager dans un cirque et devenir un clown. Et ça va partir en couille très très fort, notamment avec son partenaire de jeu. Et c'est un film qui, comme La Nuit des Morts Vivants, questionne lui aussi vraiment la condition humaine et de son rapport à la violence et à la cruauté. Avec notamment une scène d'intro extrêmement forte où tu as donc deux clowns qui sont en train de faire leur spectacle pour faire rire les enfants, et puis d'un coup on se met à entendre les bombes qui sont larguées depuis les avions et qui s'écrasent à côté, et ces deux clowns qui essayent tant bien que mal de faire durer le spectacle, The Show Must Go On, sachant qu'ils sont les seuls remparts face à la cruauté et face à la tristesse. Et c'est un truc que le film questionne énormément, c'est jusqu'où on peut résister face à tout ça sans sombrer dans la folie pure et dure. Et en somme, c'est un peu vraiment Joker, mais en 10 fois mieux. Ah ouais, très bon film, celui-là, je l'ai vu aussi un petit moment. Excellent film, balade attristée. Je te laisse la parole. Alors on enchaîne avec la 6ème catégorie, les films d'Halloween où les bobos s'encanaillent. Avec Gothic de Ken Russell, donc réalisé en 1986. Avec en tête d'affiche notre ami Gabriel Byrne. C'est un dandy qui vit dans une grande maison et il y a des gens qui viennent un peu faire la fête et un peu célébrer, on va dire, le diable, mais d'une façon très, très festive. Et ça va finir en débauche qui va être un peu psychédélique, on sait pas trop si c'est ce qu'il rêve ou si c'est ce qui se passe, donc j'ai envie de dire que le côté un peu nébuleux est très bien porté par tout le film. Après c'est un style à part, Ken Russell, mais je connaissais pas, hein, j'ai pas vu Les Diables, donc il y a quand même une patte. Ouais, tu l'as vu toi ouais, faut que je le voie. Il a fait Au-delà du réel aussi, d'ailleurs. Il était très chouette aussi. Bah, je le recommande. Alors après, faut aimer, hein, c'est un style. C'est un style différent des films d'horreur d'Halloween que vous connaissez. Mais il mérite le détour. Il mérite de creuser un peu ses œuvres, Ken Russell. Donc, je vous recommande le petit Gothic. Et tu vas enchaîner donc avec la 7ème catégorie, c'est ça ? 7ème, il semblerait effectivement que tu saches bien tenir le compte. Parfait. Avec le meilleur film d'Halloween que tu peux aussi sortir au réveillon, et qui n'est autre que le seul et l'unique Black Christmas de Bob Clark, sorti en 1974, qui nous montre en gros un groupe de jeunes étudiantes sur un campus américain, je crois, qui à l'approche de Noël et à l'approche des vacances se retrouvent confrontés à une mystérieuse personne qui semble très intéressée par elles et qui n'a de cesse de les harceler au téléphone et qui va finir même par aller au-delà de ce harcèlement téléphonique. Et ce film, c'est un film dont vous avez très certainement déjà entendu parler si vous ne l'avez pas encore vu, parce que c'est un peu le père fondateur du slasher, et on retrouve aussi toutes les traces de ce que sera le giallo par la suite, qui est en gros le polar slasher italien, en gros avec des codes esthétiques très marqués et que l'on retrouve déjà dans ce Black Christmas, avec notamment des utilisations de la vue subjective qui renforcent énormément l'empathie et l'effroi par rapport aux victimes. Et c'est un film qui est vraiment très marquant et qui est finalement, malgré une imagerie peut-être un peu datée, reste quand même très d'actualité avec ces histoires de harcèlement, et notamment sa toute fin, sa conclusion qui est vraiment d'une amertume assez dingue, et qui en font donc un film extrêmement marquant que vous devriez regarder si vous êtes amateur du genre. Très bon film, et c'est vrai qu'on peut le présenter, on peut le voir aussi bien à Halloween qu'à Noël, c'est vrai. Parce que les décors sont enneigés, il me semble, de souvenir.
C'est ça. Il y a une ambiance qui sent bon la bûche glacée donne et faim. la dinde au Oh marron. putain, il va me donner faim. Alors, moi je vais enchaîner avec ma 7ème catégorie, qui sont les films sur l'esclavage des zombies. Alors ça c'est pas mal, hein, c'est Ça, bien dans l'air du temps. ça, c'est pas banal aussi pour le coup, je dirais. Oui, c'est vrai que dans les films de zombies. Et là ça sera Miss Zombie de Hiroyuki Tawanaka. Et donc l'histoire c'est simple, hein, ça avait été un petit peu évoqué quand même dans les films de Romero, notamment dans son 3e je crois, quand l'armée faisait un peu des tests sur les zombies et donc commençait à se poser la question de savoir est-ce qu'au lieu de les tuer on pourrait pas les utiliser. Et ben effectivement dans ce film les zombies sont vraiment traités comme des esclaves, hein, tout simplement. Des esclaves très bon marché. Et on va suivre donc la vie d'une esclave zombie en phase de transformation, qui va vivre dans une petite famille bourgeoise de quartier. Et on va voir jusqu'où la terreur humaine peut emmener les gens. Très bon film, avec des très bonnes questions sous-jacentes. Miss Zombie. Bien, tu vois, je ne connaissais absolument pas. Il a été primé à un festival de Gérardmer. Je sais plus quand exactement, mais il a été primé. Très bien, ça promet. Tu peux enchaîner, player, avec ta 8ème catégorie. On approche de la fin. On approche, mais il nous reste encore quelques films à Ça. dépoussiérer. Et pour ma 8ème catégorie, je resterai dans le thème de la mort, puisque j'ai choisi le meilleur film d'Halloween pour les nostalgiques des histoires flippantes qu'on se raconte autour d'un feu en grillant des chamallows, et qui n'est autre que Kwaidan de Masaki Kobayashi, sorti en 1964. Et Alors là. pour le pitch, on va faire très rapide, parce que c'est un film à sketch, en fait, qui est composé donc de 4 histoires, toutes basées sur la figure du fantôme, et dont je ne vais pas vous raconter les histoires finalement, parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens. C'est aussi ça l'un des plaisirs des films à sketch, c'est à chaque fois de passer d'un court-métrage à un autre, sans trop savoir à quelle sauce on va être mangé. Sachez juste que voilà, c'était un film qui aborde sous plusieurs angles différents la question du fantôme, avec toujours une espèce de mélancolie sous-jacente qui se dégage à chaque fois des récits et de la mise en scène, avec donc une imagerie extrêmement léchée et très posée. C'est très contemplatif et ça permet vraiment d'instaurer une ambiance extrêmement marquante. C'est un film avec des fantômes en fait, ce n'est pas un film de fantômes vraiment, c'est un film avec des fantômes qui va en parler mais qui ne va pas forcément jouer la carte de l'horreur à proprement parler. Bah très bien, ça fait encore un film japonais, dis donc, ils ont la cote en ce moment, C'est ça. nos amis. Et moi je vais enchaîner avec la 8ème catégorie, spéciale meuf dérangée, avec Trauma de Dario Argento, Ah. réalisé en 1993. Forcément, parce que Asia, elle est trop dans ce film, trop dans son rôle, ça lui va comme un gant. Et il y a un petit scénario, l'Argento, hein, forcément. C'est une séance de spiritisme en fait qui tourne mal, où un tueur surgit et tue 2 personnes. Donc qui est autour de la table et l'esprit en fait dit que le tueur en série qui rôde était autour de la table. Donc voilà, après il y a toute l'enquête qui va se mener. Elle est s'amourache d'un jeune gars qui va un peu l'aider pour essayer de découvrir qui est vraiment le tueur. Il y a pas mal de découpage de tête dans ce film et ils repoussent un peu les limites. Ils vont plus loin que l'expérience interdite en termes d'expérience de mort dans ce film. Il y a 2-3 scènes qui sont assez marrantes où la tête elle continue à parler quand même quelques secondes après être tombée par terre quoi. Donc ça m'a fait assez marrer dans ce film-là. Je me souviens pas de ça, tiens. Si. Ah, ça m'a fait drôle, hein. Ça fait bizarre.
Là, tu m'étonnes. Ça mériterait examen, ça, dis donc. Et donc, ouais, surtout pour Asia Argento, qui joue très bien la fille un peu psychotique, qui sait pas où elle habite. Donc, ouais, il a toute mon affection, ce petit trauma. On retrouve bien les codes du scénar à la Argento, pour le coup. Oui, c'est vraiment pur jus. Et on va rester dans le cinéma européen, avec ma nouvelle catégorie, puisque j'ai choisi donc le meilleur film d'Halloween qui va te faire regretter tes chouettes vacances à la mer, avec Ça m'intéresse. Les Révoltés de l'an 2000 de Narciso Ibáñez Serrador. Désolé pour l'accent s'il y a des hispanophones. Sorti en 1977 en France. Alors l'histoire est celle d'un couple anglais. Ils sont partis sans les enfants, qui les ont laissés à Londres, je crois. Et ils se sont dit, on va profiter de l'été tant qu'il est là, et on va s'offrir des petites vacances dans une petite ville balnéaire en Espagne. Et donc ils profitent de leur séjour pour aller faire une petite balade sur une île dont le mari garde d'excellents souvenirs de sa jeunesse. Et une fois qu'ils arrivent sur place, la ville semble complètement déserte. Et je n'en dirai pas plus, mais il faut savoir que le titre espagnol du film est beaucoup plus évocateur, disons, que ce curieux Les Révoltés de l'an 2000, puisqu'en espagnol, le film s'appelle Quien puede matar a un niño, que l'on pourrait traduire par Qui peut tuer un enfant. Voilà. Il faut savoir pour le coup que ce film contient des images extrêmement choquantes, et notamment parce qu'il s'ouvre sur des images d'archives d'enfants morts ou survivants de l'Holocauste. Donc, c'est un film qui peut être un peu lourd quand même, mais qu'il faut normalement regarder. C'est vrai que c'est énigmatique et oui, c'est vrai que ça a l'air de parler d'un sujet compliqué, mais ouais, c'est vrai que ça donne envie. Parfait, mon petit player, parfait. Voilà, si tu veux enchaîner... On enchaîne avec la catégorie numéro 9, spécial film avec des mecs dérangés. Alors ce coup-ci, c'est Pumpkinhead de Stan Winston, film réalisé en 1988 avec notre ami Lance Henriksen, très bon acteur qu'on adore. The best. Donc c'est un film en fait qui est à cheval entre Cimetière et Alien. Alors Alien surtout pour la créature. Alors le synopsis c'est un... Enfin ça commence avec un espèce de meurtre dans une forêt. Avec quelqu'un qui vient taper à une cabane et des gens qui sont dans la cabane mais n'ouvrent pas la porte. Et donc cette personne meurt. Et je crois que le film se passe des années plus tard. Il va se repasser à peu près la même chose, donc avec c'est Lance Henriksen qui habite avec son fils dans une espèce de petite boutique au fin fond des États-Unis sur une petite route où vont s'arrêter des jeunes citadins en vacances qui sont un petit peu turbulents et il va se passer un drame. Et de ce drame va découler le reste du film. Donc avec une ambiance à la cimetière et une bête qui est vraiment très très bien réalisée, un peu inspirée d'Alien, moi j'ai trouvé. Mais ouais, donc pour les fans de cimetière, foncez. Et pour les fans de Lance Henriksen aussi, foncez. Et bah je vais foncer du coup. Fonce player, fonce. Fonce conclure le top 10, on va rester dans le ton. Avec ces histoires de monstres et ce rapport à Alien, puisque je vais vous parler donc du meilleur film d'Halloween sponsorisé par National Geographic et qui prouve bien que la taille ça compte. Il s'agit de Des monstres attaquent la ville, sorti en 1954 et réalisé par Gordon Douglas, et qui est donc un film qui est sorti la même année que Godzilla, et qui reprend plus ou moins le même concept, sauf qu'au lieu d'avoir un lézard géant radioactif, nous avons des fourmis géantes radioactives. Et donc c'est l'un des tout premiers films du genre à mettre en scène des insectes géants tueurs. Et visuellement c'est sûr que ça a vieilli, mais ça reste vraiment extrêmement bien fichu, et au niveau des effets spéciaux, et au niveau de la mise en scène, et au niveau même du scénar, qui en fait aurait été extrêmement repris et inspirant pour beaucoup de réalisateurs, et notamment
Ce cher James Cameron, lorsqu'il réalise Alien 2, que l'on pourrait presque, d'une certaine façon, voir comme un espèce de remake de des monstres attaquent la ville, mais dans l'espace et avec le xénomorphe à la place de la fourmi. Pour les amateurs du Aliens de Cameron, c'est un film qui est vraiment très intéressant à revoir parce qu'on peut s'amuser à tisser des parallèles d'un film à l'autre, d'une scène à l'autre. L'acide, est-ce qu'ils ont de l'acide? Est-ce que c'est des Oui, fourmis acides? oui, il y a de l'acide. Il est question d'acide. Il retrouve de l'acide dans les victimes des fourmis. Et voilà, non, en plus, c'est également juste une bonne série B qui mélange à la fois du suspense, de l'horreur et de l'action. Un bon film, clairement, qui pète pas plus haut que son cul, et qui se contente d'être une vraie série B purement honnête, et fun, ouais, et fun, et c'est vraiment, on passe un bon moment devant. Ça reste vraiment un film à voir, ne serait-ce que pour l'impact qu'il a eu sur toute une génération de réalisateurs. Et aussi, parce que finalement il est sorti au même moment que Godzilla, et que c'est un film relativement complémentaire, et qui n'a pas eu du tout le même type d'impact sur la pop culture que Godzilla. C'est vrai qu'à l'époque, ils ont un peu tout fait en mode monstre géant, et ils faisaient un peu tout. Hein. Ouais, tout qui est passé, je crois. Ouais, mais là c'est vraiment l'un des pionniers. Et en plus, si vous voyez ce film, vous en apprendrez plus sur les fourmis. Voilà, parce qu'il y a un petit moment où l'un des personnages s'arrête et fait un petit exposé sur le mode de vie des fourmis, notamment. Et c'est vrai que les fourmis, ouais, on ferait bien de s'en inspirer parfois de la fourmi. Ouais, peut-être. En tant qu'être humain. Parce que nous, on a des problèmes psychologiques qui va nous amener tout droit à la 10e catégorie. Mais quelle transition! Bravo! Quelle transition! Avec les films spécial extension de la personnalité. Avec Magic de Richard Attenborough de 1978. Bon là, tout est dit dans le titre, hein, j'ai envie de dire. Alors, je sais pas, t'as pas noté jeu de mots hein, avec extension et Magic. Bon, c'est pas grave. Non, ah ok, d'accord, je viens de capter, je viens de comprendre. Non, c'est pas grave. Tu vois, j'ai essayé, c'est pas passé, c'est pas grave. Non mais bien tenté! Vous pensez que vous allez vous mettre au travail ce matin? À quoi ça servirait? Et non, Magic, oui, alors, le synopsis, hein, c'est un genre de magicien qui en fait se spécialise à la suite d'un échec cuisant dans un petit pub, se spécialise dans le ventriloquisme avec une marionnette, et du coup ça va devenir une superstar. Et le fait que sa popularité soit liée à cette marionnette va le faire un peu dévier. Il va finir par ne faire qu'un avec sa marionnette, pour le meilleur et pour le pire. Et cet acteur c'est joué par Anthony Hopkins qui est extraordinaire, excellent, toujours bon, mais dans ce film très bon. Un film très touchant. Et voilà, c'est mon petit coup de cœur. Je l'ai mis pour le final. Ce petit Magic. D'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu. Pas du tout. Je ne connais absolument voilà. pas. C'est quelle année tu dis? 78. Ah ouais. Et le petit bonus, c'est que l'agent, parce qu'il y a un agent qui s'occupe donc de sa carrière à ce magicien. Et c'est ni plus ni moins que Mickey de Rocky. Donc il a la classe. Il a la classe. Ah ouais, d'accord. D'accord, bah excellent. Ouais, je vais avoir des trucs à rattraper, moi, clairement. Ah, du coup, on a pas mal de films à voir. Tu m'as donné pas mal envie de regarder des films, et j'espère que, du coup, vous aussi, vous serez intéressés par quelques films. Bon, il y en a qui sont peut-être pas évidents à trouver, mais bon. Moi, faut savoir que la plupart des films que je vous ai proposés, c'est que des films issus des Mad Movies. Donc, ceux-là, vous pouvez les trouver. Je pense que vous pouvez même les commander. Je crois qu'ils font encore des commandes sur les anciens trucs. Donc, c'est des films que vous pouvez trouver parce que pour certaines éditions, c'est des versions qui sont pour la première fois remasterisées et tout. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a quand même des bons masters quoi sur les éditions. Ça fait plaisir de voir des films en DVD. Hein. C'est que des DVD, mais c'est souvent des très bons masters de bonne qualité. Ouais, tout à fait. Tout à fait, ça fait plaisir. Mais on n'a pas vraiment fini, Player. Bah non. Il y a le petit bonus. Le petit bonus.
Alors, le film bonus, moi j'ai mis une petite catégorie, film de tueur en série de chewing-gum. Parce qu'il y a dans ce film, alors c'est une comédie horrifique, hein, c'est un petit film, hein, vous attendez pas un grand film, réalisé par Larry Cohen en 90, et le film s'appelle L'Ambulance. Et dans ce film, vous avez un commissaire de police qui n'est autre que James Earl Jones, Oh, en mode un peu capitaine Dobé, vous voyez, de Starsky et Hutch, bien badass comme il faut, et qui mastique, trucide littéralement son chewing-gum vraiment jusqu'au bout, on pourra dire jusqu'au bout d'une manière très carnassière et sporadique. C'est magnifique, sporadique. c'est ça. Alors sinon sur le pitch, alors le pitch en fait c'est des gens qui ont des malaises, qui tombent un peu dans la rue comme ça, qui se font secourir par une ambulance. Et ce sont des personnes qu'on ne retrouve jamais. Voilà le pitch du film. Et donc en fait c'est un petit jeune. Alors c'est l'acteur de l'expert, le bad guys de l'expert, je sais plus son nom. Et donc là il est assez jeune dans le film et donc il essaye de séduire une fille qu'il voit dans la rue. Et donc elle va tomber dans les pommes et puis c'est pour ça comme il veut la retrouver, il est tombé amoureux, il veut la retrouver, il va s'apercevoir qu'elle est jamais réapparue, qu'elle a atterri dans aucun hôpital et tout. Et donc il y a une petite intrigue à ce niveau-là. Donc le début du film il est un peu compliqué, je vous cache pas, faut passer vraiment à la première 20-25 minutes. Et après vous vous retrouvez pareil, il se retrouve donc forcément à un moment il se retrouve à l'hôpital ce mec-là. Et il fait connaissance d'un petit vieux, et là il va se passer. Et là le film commence un petit peu. À savoir quand même que cet acteur-là, au début du film, enfin même tout le long du film, il est dessinateur de comics. Et en fait, il y a pas mal de scènes qui se passent dans les studios de Stan Lee. On le voit pas mal, il fait pas mal de caméos. Ah, d'accord. Donc vous avez Stan Lee, vous avez James Earl Jones, vous avez une Cadillac ambulance tueuse. Alors bon, c'est pas Christine hein, le film, hein, je vais pas vous le vendre comme Christine, mais il y a quelques scènes un peu sympathiques. Et puis à voir avec des potes pour Halloween, en buvant quelques bières, vous allez bien rigoler, surtout avec la VF. Une VF en or. Ah, une VF ouais, qui est bien sympathique. Bon, ça je me le rajoute aussi à ma liste, hein. Écoute, hein. Si c'est comme ça. Du coup, moi j'enchaîne avec mon petit film bonus. Il s'agit du meilleur film d'Halloween avec les pires doublures miroirs. Et il s'agit donc de Last Night in Soho, réalisé par Edgar Wright et sorti en 2021. Pourquoi le meilleur film d'Halloween avec les pires doublures miroirs? Bah écoutez, je pense que vous le verrez à l'image. Voilà, ça me semble assez éloquent. Et pourquoi ce film? Parce que c'est simplement une pure rencontre hystérique entre le film, entre le Suspiria de Dario Argento, le Shining de Stanley Kubrick, avec un peu de La Nuit des Morts Vivants, de Zombies de George Romero. Et c'est simplement, j'ose le dire, c'est le meilleur film de l'année dernière. Et si vous ne l'avez pas vu, qu'attendez-vous? Ouais, Last Night in Soho, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, mais au final j'ai eu un peu de mal parce que ouais, je trouvais que c'était, je sais pas, il y avait quelque chose qui passait pas au niveau du scénar. J'étais un petit peu déçu, mais je comprends qu'on puisse aimer. Hein. Ouais, c'est effectivement, pour le coup, quand je dis que c'est une rencontre entre Suspiria et Shining, il reprend vraiment et l'esthétique de Suspiria et je trouve son traitement de narratif qui passe vraiment en second plan. Et pour moi, ça reste comme vraiment comme Suspiria, une expérience extrêmement sensorielle et avec des expérimentations esthétiques absolument folles. Ça c'est vrai. Mais moi je suis pas très réceptif à ça, c'est pour ça que même Suspiria, tu vois, je suis pas un grand fanatique de Suspiria, tu vois, c'est parce que je vais pas être réceptif à ce genre de trucs là. Oui, je comprends tout à fait, y a pas de souci, hein, mais c'est vrai que... Mais voilà, c'est un style vraiment particulier, faut adhérer, ouais, c'est ça. En tout cas, c'est bien éclectique, il y a du choix. Ouais. Il y en a pour tous les goûts. Vous avez de quoi faire.
Vous avez trouvé votre bonheur quand même là-dedans. On espère, on croise les doigts. Et puis je pense qu'on reviendra l'année prochaine. Et je pense que l'année prochaine, là on a un peu décidé ça comme ça à l'emporte-pièce. Mais l'année prochaine, on va envoyer du très lourd. Ah, on va essayer. On va L'année essayer. prochaine, ça va être du... Accrochez-vous. Bouclez vos ceintures, là vous n'êtes pas prêts. Allez, on va vous laisser les petits loups, on vous souhaite une bonne soirée et surtout un joyeux Halloween. Ouais. Régalez-vous bien. Et n'hésitez pas à nous partager éventuellement quels sont vos films d'Halloween que vous recommandez pour passer une bonne soirée avec des potes, de la bière et des bonbons. C'est ça, on est preneur, on en redemande. Toujours, toujours. Et puis bah si vous avez des films que vous n'avez pas vus dans les listes et que vous les découvrez, bah c'est pareil. Si vous avez aimé tel ou tel film, c'est toujours sympa de partager. C'est ça. N'hésitez pas à nous le dire, que ce soit en commentaire ou même sur le Discord. Yes. Bah allez, bonne soirée à tout le monde. On se retrouve pour des prochaines aventures bientôt. Carrément. Bonne soirée, salut. Ciao, ciao.